réalité, moi, mon travail, c'était d'étudier les animaux sauvages dans la nature. Pourquoi spécialement dans la nature et pas en captivité? Parce que l'écologie et l'éthologie montrent que l'animal, le comportement de l'animal est adapté aux problèmes que pose le milieu. Donc j'allais dans le milieu pour les étudier. C'est ce que j'ai fait par exemple pendant 10 ans, je suis allé les étudier en Antarctique et dans les îles environnantes. J'ai étudié des albatros, des manchots, des phoques. Et puis j'ai passé 5 ans aussi au Gabon, en forêt équatoriale, à étudier des mandrilles, c'est-à-dire des bois forestiers colorés en rouge et bleu. Donc je pensais que jamais on trouverait quoi que ce soit d'original sur le loup, surtout dans des conditions artificielles, qu'un appartement, puisqu'en fin de compte, le hasard a fait que ça s'est fait la plus grande partie dans l'appartement, alors que ce n'était pas prévu et que je suis contre de mettre un animal dans des conditions aussi anormales, surtout un animal sauvage. D'ailleurs, c'est actuellement interdit, alors qu'à l'époque, c'était permis. Bon, on se trouve juste là devant l'appartement qu'on a habité pendant 4 ans, ma femme, mon fils de 10 ans et moi et la louve, Kamala, pendant 4 ans. Et donc c'était évidemment pas prévu. On pensait qu'on avait une maison en chantier qu'on comptait terminer dans quelques mois. Et puis en fin de compte, les travaux ont duré comme on ne s'attendait pas. Et ce qui fait que ça a duré indéfiniment comme on n'aurait jamais prévu. Alors le bon côté de la chose, ça nous a créé beaucoup de problèmes parce que élever un loup en appartement, c'est pas idéal. Mais par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a vécu vraiment en famille, comme peut-être aucun propriétaire de loup n'a pu le faire, parce que les gens, c'est très facile d'élever des loups, mais généralement, on les élève prudemment dans un enclos à côté de la maison. Alors que là, on vivait avec et il fallait entrer dans la psychologie du loup pour ne pas se disputer tout le temps. Et les voisins étaient un peu surpris parce qu'ils entendaient des cavalcades tous les soirs et ils se demandaient un peu ce qu'on faisait. Et donc, il a fallu, ceci dit, on n'a jamais été cambriolés et on n'avait pas besoin d'assurance. Alors, ce qu'on sait maintenant, c'est que le chien, toutes les races de chiens, et là, ce n'était pas évident parce qu'ils sont tellement différents les uns des autres qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'ils descendaient d'une seule espèce. D'ailleurs, les grands biologistes comme Charles Darwin et Konrad Lorenz se sont trompés parce qu'ils croyaient que le chien descendait d'un croisement entre canidés, c'est-à-dire les chacals, les loups, etc. Or, en réalité, on le sait par l'ADN, par l'analyse de l'ADN, tous les chiens, sans exception, descendent du loup gris, c'est-à-dire le loup classique. Et donc, en fin de compte, c'est ensuite que l'homme a sélectionné des chiens pour différentes fonctions, et donc on a créé d'abord une dizaine de races, et puis maintenant on en a près de 400. En réalité, dans une famille, tout le monde partage les mêmes gènes, et dans une ruche, il y a une partie en commun dans tous les individus de la ruche. Et l'ouvrière, en fait, est une sœur de la reine, et donc quand elle élève, si on pourrait dire à ses neveux, eh bien, elle développe son patrimoine génétique, le patrimoine génétique de la famille. Donc en réalité, elle se stérilise, mais en réalité, au lieu d'élever quelques jeunes directement, eh bien, elle élève les enfants, si je puis dire, de la reine, c'est-à-dire de sa sœur, et donc elle contribue très très bien, par des milliers de jeunes, à développer le patrimoine héréditaire de la famille. Donc vous voyez qu'il y a toute une explication. Et jusqu'à présent, on l'appliquait qu'à des insectes, et puis on s'est aperçu que ça existait aussi chez les mammifères. Et en fin de compte, moi je suis persuadé que ce que j'ai trouvé sur le loup, tout à fait par hasard, par accident, en l'élevant à la maison et donc en étant très proche des loups, eh bien c'est la même chose, c'est-à-dire que les loups défendent le groupe avec lequel ils partagent les gènes en commun. Et en fin de compte, ça change tout, c'est-à-dire qu'on a une sélection de groupe et non plus une sélection individuelle. On a prouvé que l'altruisme n'existe pas uniquement chez certaines espèces comme les sociétés supérieures d'insectes, les abeilles, les fourmis et les termites. Eh bien, on a aussi prouvé que ça existe chez les mammifères supérieurs, et en particulier le loup. Alors, et ce n'est pas seulement une découverte scientifique, ça augmente nos connaissances, c'est aussi une réhabilitation du loup, parce qu'il ne s'agit pas de dire que le loup est un enfant de cœur, il est très agressif, il est basé sur la compétition, bien sûr, mais il est aussi, comme l'espèce humaine, basé sur la coopération.
et donc c'est une nouvelle ouverture.